La série s'ouvre sur un paysage paisible. Les montagnes, la forêt, le vent. Là, loin du monde, vit Bob Lee Swagger, ancien tireur d'élite décoré des Marines. Un homme marqué par la guerre, retiré du service après une mission dramatique en Afghanistan, où il a perdu son compagnon d'armes. Aujourd'hui, il partage une vie tranquille avec sa femme Julie et leur fille Mary. Swagger s'efforce de laisser derrière lui la violence du passé, mais son regard trahit un malaise profond. Il est en paix, mais pas apaisé. Un matin, une voiture gravit la route poussiéreuse jusqu'à sa maison. Swagger voit descendre un visage connu, Isaac Johnson, ancien frère d'armes devenu agent des services secrets. Leur poignée de main est tendue. Isaac vient lui parler d'une menace imminente. Un sniper d'élite préparerait une tentative d'assassinat contre le président des États-Unis lors d'une visite officielle. Le gouvernement a besoin de Swagger pour analyser la situation, identifier les points de tir possibles et anticiper les mouvements d'un tireur professionnel. Swagger hésite. Il s'est juré de ne plus replonger dans ce monde. Mais sa conscience et son sens du devoir l'emportent. Il accepte d'aider, pour empêcher un autre soldat de faire la même erreur que lui. Swagger retrouve alors le geste précis, l'instinct affûté du sniper. Il observe les bâtiments, calcule les distances, mesure les vents et la lumière. Dans son carnet, il note 3 positions possibles, 2 éliminées, 1 parfaite. Isaac et son équipe semblent impressionnés par la précision de ses analyses. Mais ce que Swagger ignore, c'est qu'il est déjà observé, enregistré, mesuré. Chaque mot qu'il prononce, chaque plan qu'il esquisse, alimente un dossier. Le sien. En poursuivant ces simulations, Swagger remarque quelque chose d'étrange. Les positions de sécurité qu'on lui a présentées sont incomplètes. Certaines zones, mal couvertes, semblent volontairement laissées libres. Il le signale à Isaac, mais celui-ci balaie ses remarques d'un ton neutre. On s'en occupe. Pour la première fois, Swagger ressent un malaise. L'expérience lui a appris que le danger ne vient pas toujours de l'ennemi, mais parfois de ceux qui donnent les ordres. Le jour de la visite présidentielle approche. Swagger reste en retrait, en simple observateur. Mais sur le terrain, il sent la tension. Les angles de tir qu'il avait désignés sont désormais bouclés, sauf un. Et c'est depuis cette position que le tir retentit. Alors que le cortège présidentiel se déplace, un tir fend l'air. La scène éclate en chaos. Le président ukrainien est touché. Les cris retentissent. Les agents dégainent leurs armes. La foule s'affole. Bob Lee, sidéré, comprend que tout ce qu'il a mis en place vient d'être retourné contre lui. Le choc passé, les agents de sécurité se tournent vers lui. Une arme vient d'être retrouvée, identique à celle qu'il avait manipulée lors de ses calculs. Les preuves s'alignent étrangement contre lui. Empreintes, munitions, plans détaillés. C'est un scénario parfait, trop parfait pour être un hasard. Isaac, ancien allié, disparaît soudain du périmètre. Le piège se referme brutalement. Bob Lee se rend compte qu'il n'a pas été sollicité pour protéger le président, mais pour devenir le coupable idéal. Avant qu'il ne puisse fuir, le FBI arrive. À sa tête, l'agent Nadine Memphis, jeune mais déterminée, prend les commandes. Elle l'arrête sans ménagement, suivant des preuves accablantes. Bob Lee n'a même pas le temps de se défendre, il est menotté devant les caméras, sa réputation détruite en direct. Pendant ce temps, Isaac joue le rôle de héros officieux, expliquant que son ancien camarade a perdu la tête. Le monde entier voit désormais en Bob Lee un assassin potentiel prêt à abattre un chef d'État. Pourtant, Nadine n'est pas totalement convaincue. Elle sent que certaines pièces du puzzle sont trop bien placées pour être honnêtes. Les analyses balistiques concordent, peut-être trop vite. Son instinct d'enquêtrice lui souffle qu'on manipule la vérité. Mais ses supérieurs ferment les yeux, le coupable parfait est déjà sous clé. Dans sa cellule, Bob Lee rumine, calculant déjà la moindre faille du plan monté contre lui. Ancien soldat, il sait qu'il faut comprendre l'ennemi avant de frapper. Une tentative d'assassinat survient dès sa première nuit derrière les barreaux. Un autre détenu, envoyé pour terminer le travail, tente de le tuer. Bob Lee survit de justesse, comprend que rester ici est signer son arrêt de mort. Il prépare alors une évasion méthodique, exploitant chaque faiblesse sécuritaire. La nuit venue, dans une tension suffocante, il parvient à s'échapper. Blessé, traqué, il disparaît dans l'obscurité. De suspect numéro 1, Bob Lee devient fugitif, décidé à laver son nom.
Sur le terrain, Isaac Johnson dirige les opérations. Le visage fermé, il ordonne des barrages, coordonne les équipes. En apparence, c'est lui le héros du moment, l'homme qui veut ramener un tireur fou à la raison. Mais derrière ses yeux calmes, la culpabilité grandit. Il sait ce qui s'est passé. Il sait que Swagger n'a jamais tiré. Et pourtant, il continue le jeu. Parce que ceux qui l'ont engagé ne lui laissent pas le choix. Swagger, blessé mais lucide, repense à tout. La position du tir, les trajectoires, les angles qu'il avait identifiés. Rien ne colle avec le scénario officiel. Le coup a été tiré d'un endroit qu'il n'avait pas validé. Il comprend que les preuves ont été fabriquées, tout comme les dossiers qu'on a sur lui. Dans un vieux garage abandonné, il démonte un téléphone trouvé sur place, bricole un brouilleur d'ondes avec des pièces électroniques. Chaque geste est précis, mécanique. Le soldat reprend le dessus. Pendant ce temps, au FBI, une jeune agente nommée Nadine Memphis examine le dossier. Rien ne lui paraît normal. Les preuves sont trop parfaites, trop rapides, trop propres. Elle note les incohérences, les angles impossibles, les signatures numériques trafiquées. Ses supérieurs lui disent de laisser tomber. Mais elle n'écoute pas. Dans les yeux de Swagger, elle ne voit pas un criminel. Elle voit un soldat pris au piège. Isaac ordonne de fermer le filet. Les équipes encerclent la zone où Swagger se cache. Il les entend approcher, compte les pas, estime la distance, la vitesse du vent, les interférences radio. Même blessés, il pense comme un sniper. Quand ils entrent, il les neutralise sans tuer. Ils détournent leurs armes, utilisent leurs propres équipements pour brouiller leurs signaux. Son objectif n'est pas de tuer, mais de disparaître. Pendant ce temps, à Washington, Nadine découvre un détail troublant. Un transfert de fonds effectué par une société privée, Annex Global, vers un compte lié à la sécurité présidentielle. Un lien entre l'assassinat et l'argent. Elle comprend que l'affaire est bien plus grande qu'un simple tireur fou. Isaac apprend que Swagger a encore échappé à la capture. Ses supérieurs le pressent d'agir plus vite, de fermer le dossier avant qu'il ne parle. Mais Isaac ne dort plus. Chaque ordre exécuté le ramène à sa propre faute. Il a livré un frère d'armes à l'ennemi. Il ne le sait pas encore, mais sa loyauté vacille. Et cette fissure deviendra bientôt une faille. Swagger s'éloigne de la zone de traque. Sous la pluie battante, il marche dans la nuit, son sac sur l'épaule. Son corps est épuisé, mais son esprit est en éveil. Désormais, il ne cherche pas à prouver son innocence. Il veut savoir qui a tiré. Et pourquoi ? Car derrière le mensonge, il sent la présence d'un ennemi plus dangereux, plus précis, plus silencieux que lui. Un homme qu'il ne connaît pas encore, mais dont il sent déjà le souffle, Solotov. La caméra s'élève lentement au-dessus de la forêt. La traque continue, mais le fugitif n'est plus la proie. Il devient le chasseur. Swagger va désormais devoir survivre à une chasse nationale. Mais dans cette traque, une nouvelle vérité s'imposera. Parfois, pour prouver son innocence, il faut d'abord démontrer la culpabilité du monde entier. Au FBI, Nadine Memphis continue de creuser. Les données qu'elle analyse révèlent plusieurs anomalies. Des signatures électroniques identiques sur différents documents, des preuves ajoutées après coup, des heures de surveillance qui ne correspondent pas. Ses supérieurs la préviennent. Laisse tomber le Memphis. L'affaire est classée. Mais elle refuse. Elle sent que tout cela est trop parfait pour être vrai. Et dans son instinct de justicière, une idée s'impose. Swagger n'est pas le monstre qu'on décrit. Swagger sort de sa cachette et se dirige vers la ville la plus proche. Il observe les patrouilles, écoute les fréquences de police, comprend leur logique de traque. Il a été celui qui chassait, donc il sait comment échapper aux chasseurs. Il traverse les zones boisées, brouille les pistes, change de vêtements. Chaque geste est maîtrisé, mais ce n'est pas la peur qui le guide. C'est la colère froide du soldat trahi. Isaac Johnson, de son côté, commence à perdre pied. Chaque ordre qu'il reçoit le confronte à sa faute. Ces hommes ne comprennent pas pourquoi Swagger est toujours vivant. Tu le connais mieux que quiconque, Isaac. Pourquoi on ne l'a pas encore attrapé ? Parce qu'il sait. Isaac sait qu'on ne piège pas un homme comme Swagger. On le provoque, on le force à réagir. Mais s'il décide d'agir, personne ne pourra l'arrêter. Swagger entre discrètement dans un petit atelier. À partir de vieilles pièces mécaniques, il reconstruit un fusil rudimentaire. Il ne compte pas en servir pour tuer, mais pour survivre et se défendre. Il place chaque pièce avec une précision chirurgicale. Le geste du tireur d'élite revient naturellement, presque comme une prière. Le silence se charge de tension. Nadine découvre un lien entre Annex Global, entreprise militaire privée, et le lieu exact du tir.
Cette société aurait accès aux zones de sécurité de la visite présidentielle. Cela ne peut pas être une coïncidence. Elle comprend que Swagger a été manipulé par des gens bien plus puissants que ce qu'elle imaginait. Pour la première fois, elle pense à le retrouver. Tandis que Swagger suit la piste du vrai tireur, Nadine découvre que l'affaire dépasse le FBI. Les deux trajectoires vont bientôt se croiser et le complot commencer à se fissurer. Au siège du FBI, Nadine Memphis relit les rapports de terrain. Plus elle les étudie, plus elle remarque d'incohérences. Les fichiers de vidéosurveillance modifiés après coup. Des rapports balistiques qui ne correspondent pas à l'arme attribuée à Swagger. Des signatures électroniques identiques sur plusieurs documents supposés rédigés par des personnes différentes. Tout indique une falsification. Quand elle présente ses doutes, son supérieur la coupe. Le dossier Swagger est clos. Une phrase froide, répétée comme un ordre politique. Elle comprend. Elle n'a plus affaire à une enquête, mais à une mise en scène. À des kilomètres de là, Swagger se remet difficilement de ses blessures. Il note sur un carnet tout ce qu'il a observé, les positions de tir, les trajets des convois, les anomalies dans la sécurité. Son instinct lui crie que le tir n'était pas destiné au président. Quelqu'un voulait un incident diplomatique, une réaction internationale. Les noms qu'il écrit forment peu à peu un réseau. Annex Global revient sans cesse. Il se souvient, cette entreprise avait participé à plusieurs missions de sécurité privée en zone de guerre. Trop d'argent, trop de pouvoir, trop d'ombre. Pendant ce temps, Isaac Johnson tente de garder la face. Officiellement, il dirige toujours la chasse. Officieusement, il sait qu'il a dépassé la ligne morale. Chaque fois qu'il voit le visage de Swagger aux informations, il revoit le frère d'armes qui l'a trahi. Sa femme le questionne, il détourne les yeux. Sa conscience devient son pire ennemi. Et lorsqu'il apprend qu'un journaliste enquête sur les liens entre la Maison-Blanche et Annex Global, il comprend que tout peut exploser. S'il veut sauver sa carrière et sa peau, il doit contenir l'affaire avant qu'elle éclate. Nadine suit la trace financière. Un nom revient. Red Bama Industries, filiale d'Annex Global. Une société qui fournit du matériel de surveillance mais transfère en réalité des millions de dollars vers des comptes situés dans des paradis fiscaux. Ces transactions coïncident avec les dates d'assassinats politiques à l'étranger. Tout s'aligne. Elle tente de contacter le département de la justice, sa ligne est coupée. Quelqu'un efface déjà les traces. Elle se rend compte qu'elle n'est plus observatrice, elle est sur la liste. Nadine reçoit un appel crypté, une voix masculine, calme. Vous cherchez la vérité? Swagger aussi. Elle ne reconnaît pas la voix, mais la ligne est sécurisée. L'homme lui indique un point de rendez-vous, un vieux parking désaffecté. Elle s'y rend seule. Là, dans l'ombre, elle trouve une enveloppe contenant des photos satellites et un nom. Solotov, le vrai tireur. Elle comprend. Swagger n'a pas menti. Quelqu'un d'autre a tiré ce jour-là. Mais avant qu'elle puisse repartir, deux voitures noires apparaissent. Elle s'enfuit de justesse. Le message est clair, la vérité coûte cher. Swagger, lui, découvre la même chose par un autre biais. En fouillant un ancien dépôt militaire, il tombe sur un dossier partiellement brûlé. Projet Cedar Branch, coordinateur Solotov. Les coordonnées indiquent un entrepôt d'Annex Global dans les Rocheuses. Tout converge. Sans le savoir, il et Nadine suivent la même route, chacun risquant sa vie pour relier les pièces d'un puzzle mondial. Isaac apprend que Swagger s'est approché du dépôt. Ses supérieurs exigent qu'il le fasse disparaître discrètement, mais Isaac ne peut plus. Il comprend que s'il exécute cet ordre, il deviendra exactement comme ceux qu'il a toujours combattus. Alors il désobéit, il envoie discrètement un message anonyme pour avertir Swagger du piège. Au même instant, Nadine fuit la ville avec la preuve que le vrai tireur existe. L'épisode s'achève sur deux destins parallèles. Swagger marchant dans la neige, prêt à débusquer le fantôme nommé Solotov. Nadine fixant les dossiers dans sa voiture, les mains tremblantes, consciente qu'elle détient quelque chose que des puissants sont prêts à cueillir. Les deux héros ignorent encore qu'ils avancent l'un vers l'autre, unis par la même vérité. Le complot est bien réel. Tandis que Nadine s'approche de Swagger, Isaac tente de sauver ce qu'il peut de son âme. Les alliances vont se nouer et les masques tomber. Dans cette guerre secrète, personne n'est vraiment innocent. L'épisode s'ouvre sur une tempête. Dans un entrepôt délabré, Bob Lee Swagger se soigne et réassemble du matériel de fortune. La lumière clignote, le vent siffle à travers les tôles. Chaque bruit lui rappelle qu'il est traqué, mais aussi qu'il respire encore. Sur une table, il étale des plans. Photos satellites, cartes topographiques et un nom écrit en majuscule. Solotov. Ce nom est devenu son obsession, sa cible, son seul repère dans le chaos. Swagger sait qu'il ne pourra pas abattre un tel adversaire seul. Alors, malgré la... Swagger charge ses découvertes avec Nadine. Les deux réunissent enfin les pièces du puzzle. Solotov, mercenaire international, tireur professionnel. Annex Global, société militaire privée au service d'intérêts politiques et économiques. Et Isaac, manipulé pour piéger Swagger. Et un objectif final,
provoquer des incidents internationaux afin de justifier la guerre et engranger des milliards de dollars de contrats. Swagger comprend qu'il n'a jamais été la vraie cible. Le vrai but était de masquer la mission de Solotov, un tir exécuté pour des raisons économiques. Swagger n'était qu'une légende commode, un bouc émissaire parfait, un héros national devenu monstre médiatique. Nadine tente de transmettre les données à un journaliste indépendant, mais la rencontre tourne court. Le journaliste est abattu sous ses yeux. Elle échappe de peu à la mort. Le message est clair, ceux qu'elle combat ont les moyens de tuer quiconque s'approche trop près. Elle décide alors de disparaître, coupant toute communication avec le FBI. Avant de partir, elle envoie un dernier message codé à Swanner. Cedar Branch égale vérité. Suis la piste des morts. Swagger lit ces mots et comprend. Le temps de l'analyse est terminé. Il est temps d'agir. Swagger infiltre un ancien bunker dans les montagnes, mentionné dans les fichiers de Denis. À l'intérieur, il découvre une salle remplie de serveurs et de dossiers classés top secret. Parmi eux, une vidéo. Le jour du tir, on y voit clairement Solotov, embusqué, tirant depuis une position que Swagger avait identifiée comme dangereuse dans son rapport initial. La preuve ultime de son innocence. Mais au moment où il télécharge la vidéo, une alarme se déclenche. Des hommes armés approchent. Swagger s'enfuit dans les conduits, sous le feu des balles. Pendant que Swagger élabore un plan pour révéler la vérité, Annex Global change de stratégie. Leur priorité n'est plus de le capturer, mais de le briser. Ils décident de s'en prendre à sa famille. Swagger, de son côté, reçoit un message codé d'une source inconnue. « Ils ont ta femme, rends-toi ». Son cœur se serre. Il comprend que le piège s'étend à sa famille. Sans attendre, il intercepte une communication radio entre les hommes d'Annex Global. Leur plan, forcer Swagger à sortir de sa cachette en utilisant Julie et Mary comme otages. La panique laisse place à la détermination. Il sait qu'il n'a qu'une option, frapper le premier. Pendant ce temps, Isaac Johnson apprend la manœuvre. Il réalise que ses supérieurs sont prêts à tuer la femme et l'enfant de Swagger pour protéger l'intégrité du projet. Cette fois, c'en est trop. Il tente d'intervenir, mais on lui rappelle sa dette. Tu n'as plus le droit de choisir ton camp. Isaac comprend qu'il est désormais de trop. Il prend alors la seule décision possible, trahir les traîtres. Il contacte discrètement Nadine Memphis et lui donne les coordonnées du refuge. Prévient Swagger, ils vont venir par le nord. C'est sa manière de réparer une partie de ce qu'il a détruit. Des hommes armés avancent en silence, casque noir, visière abaissée. Julie, préparée, éteint toutes les lumières. Elle cache Mary dans un placard, verrouille la porte et charge son arme. Les vitres éclatent. Le chaos explose. Julie tire, vise juste, recule, puis s'échappe par la porte arrière, emmenant sa fille dans les bois. Sa détermination est celle d'une mère devenue lionne. Pendant ce temps, Swagger, informé par Nadine, fonce vers la maison. Le moteur rugit, la pluie martèle le pare-brise, la colère lui dévore les entrailles. Quand il arrive, la scène est dévastée, mais un détail le soulage. Pas de corps. Julie est vivante, et il sait où elle est partie. Vers le refuge. Désormais, cette guerre n'est plus une affaire d'honneur ou de vérité. C'est une guerre de pairs. Swagger, fusil en main, surveillant la forêt depuis la cabane. Les branches bougent dans le vent. On sent que le calme est provisoire. L'ombre de Solotov plane, plus proche que jamais. Le jour se lève sur la forêt. Autour du refuge, la brume s'accroche aux arbres. Bob Lee Swagger est debout avant le soleil. La veille, il a protégé sa famille. Aujourd'hui, il jure de la libérer. Son regard a changé. Plus d'hésitation, plus de fuite. Dans la cabane, il répare son fusil, assemble un viseur, polit chaque pièce avec la précision d'un chirurgien. Julie l'observe en silence. Elle sait que l'homme qu'elle aime s'efface derrière le soldat qu'il a toujours été. Swagger cartographie la zone, trace des itinéraires d'évasion, creuse un abri pour Julie et Marie. Puis il contacte Nadine Memphis. Elle détient les fichiers Cedar Branch. Lui a la preuve visuelle du tir de Solotov. S'ils combinent leurs ressources, ils peuvent frapper fort. Nadine accepte. On dénonce tout, mais à la bonne cible. Le plan est simple, infiltrer un entrepôt d'Annex Global pour récupérer le serveur principal contenant la liste des opérations secrètes. De son côté, Isaiah Johnson est au bord du gouffre.
Ses supérieurs lui ordonnent d'organiser une intervention finale contre Swagger. Il obéit en façade, mais prépare son propre piège. Isaac sait que, tôt ou tard, Swagger viendra pour lui, et il veut être celui qui décidera comment l'histoire se termine. Il cache une copie de documents internes, sa police d'assurance contre ceux d'Annex Global. La nuit suivante, Swagger pénètre dans le dépôt. Sous la pluie, il neutralise les caméras, se faufile entre les containers. La séquence est tendue, silencieuse. Le souffle du vent, le bruit des bottes sur le métal, puis le clic sec de sa lunette. À l'intérieur, il trouve les serveurs et télécharge les fichiers. Chaque ligne confirme la même chose. Les dirigeants d'Annex Global ont planifié l'attentat et Solotov a exécuté le tir pour déclencher une crise internationale. Swagger prend tout, les noms, les preuves, les dates. Mais l'alarme se déclenche. Les hommes de sécurité affluent. Il se bat méthodiquement, sans tuer. Brouille leurs signaux, disparaît dans la nuit. Le prédateur est de retour. Pendant ce temps, Nadine télécharge les mêmes données via un accès interne du FBI. Elle découvre un nom codé relié à l'opération. Red Bama, un sénateur influent, principal financeur d'Annex Global. Quand elle tente d'alerter la presse, son ordinateur est bloqué, sa ligne a coupé. Elle comprend que les dirigeants politiques sont aussi compromis. Elle transfère tout à Swagger par canal chiffré. Leur alliance devient une guerre ouverte contre le système. Swagger contacte Isaac. Leur conversation est glaciale. Swagger, tu savais. Tu m'as vendu. Isaac, j'ai obéi, jusqu'à ce que je vois ce qu'ils font. Swagger, alors aide-moi à les arrêter. Isaac hésite, puis accepte. Mais si on échoue, ils nous enterreront tous les deux. Le pacte est scellé. Ancien breur d'armes, redevenu allié par nécessité. Sur une colline, Swagger installe sa position. Il observe un convoi quittant la base. Dedans, un autre dirigeant d'Annex Global. Le tir n'est pas un meurtre, mais un message. Swagger ajuste, tire et brise la rue du véhicule à 50 mètres. Les hommes se jettent au sol. Swagger murmure dans sa radio piratée. « Je ne tue plus pour vos guerres, mais je peux viser quand je veux. » Le message est clair. Le chasseur a changé de camp. Swagger rejoint Julie et Marie. Leur étreinte est brève, intense. Il leur promet « Bientôt, tout sera terminé. » Mais son regard trahit une autre vérité. Il sait que ce combat ne se gagnera pas sans sacrifice. Swagger, Nadine et Isaac possèdent enfin les preuves nécessaires pour exposer Annex Global. Mais plus la vérité se rapproche, plus leurs ennemis deviennent dangereux. La prochaine balle ne sera pas tirée sur un champ de bataille, mais au cœur du pouvoir. La pluie tombe sur Washington. Dans un café discret, Nadine Memphis retrouve Isaac Johnson. Entre eux, une tension lourde. Ils savent que tout ce qu'ils ont découvert peut les faire tuer. Nadine pose une clé USB sur la table. C'est la preuve finale. Annex Global, Red Bama, tout est là. Isaac la regarde, épuisé. Tu comprends ce que ça veut dire? Si on publie ça, on ne se relèvera pas. Mais Nadine n'hésite plus. Swagger mérite justice. L'épisode s'ouvre sur une capitale paralysée. Les scandales éclatent.